Bonjour, je suis Olivier Bachelet, je suis enseignant en droit pénal et en procédure pénale au sein de la prépa ISP, en particulier à l'attention des candidats qui préparent l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat. L'objet de la présente vidéo va être d'évoquer brièvement la consultation juridique en procédure pénale qui a été donnée aux candidats au titre de l'année 2024. Cette consultation juridique, son énoncé, vous le trouvez librement accessible sur le site de la prépa dans l'onglet consacré au CRFPA. Vous y renvoie donc. Cette consultation juridique portait exclusivement sur la procédure pénale. Il n'y avait pas de questions relatives à l'exécution des peines. Une consultation juridique donc 100% consacrée à la procédure pénale et qui correspondait à une consultation juridique habituelle, mettant en scène les grands actes d'investigation systématiquement évoqués en procédure pénale, la garde à vue, la perquisition. En somme, une consultation juridique qui ne posait pas de difficultés particulières, ne serait-ce que, bien évidemment, hein, la durée de l'épreuve et je vous le rappelle, hein, est uniquement de 2 heures, à la différence de l'épreuve de droit pénal qui, elle, est de 3 heures, l'épreuve de procédure est de 2 heures et c'est généralement la difficulté majeure, hein, de la consultation juridique en procédure, pénale, style fallait parvenir donc à traiter l'ensemble des questions suscitées par cette, consultation juridique sur cette durée, d'épreuve. Pour pouvoir résoudre cette consultation juridique, il fallait, bien évidemment, surmonter cette difficulté liée, à la durée de l'épreuve et pouvoir mettre en œuvre une méthodologie acquise, dans le cadre, des préparations, faites, précédemment, en particulier au sein, de la prépa ISP. Il fallait mettre en œuvre, en quelque sorte, les grilles de lecture, systématiquement, enseignées, aux candidats inscrits, au sein de, la prépa, pour pouvoir, au bout du compte, rendre une copie qui porte sur l'ensemble du sujet. Parce que je vous le rappelle, hein, c'est un des pièges des consultations juridiques, que ce soit d'ailleurs en procédure pénale ou en droit pénal. L'un des pièges, c'est de s'en tenir au barème donné à la fin de l'énoncé, à prioriser un certain nombre de questions en se disant je vais engranger donc tous les points sur ces questions qui m'en donnent le plus. Et puis je vais négliger les autres questions. Non, il ne faut surtout pas procéder de la sorte. Il faut absolument avoir pour objectif de traiter l'intégralité du sujet parce que si vous ciblez seulement certaines questions, eh bien, vous n'êtes absolument pas à l'abri de répondre insuffisamment ou même de manière erronée à cette question. Donc, vous n'aurez évidemment pas l'ensemble des points que vous escomptez, et puis vous ne pourrez même pas sauver les meubles avec les autres questions que, par hypothèse, vous n'aurez pas eu le temps de traiter. Il faut vraiment avoir l'assiette la plus large possible, s'agissant des points susceptibles de vous être attribués, et donc il faut vous efforcer d'aller au bout de l'épreuve. Pour résoudre cette consultation juridique 2024, il fallait donc mettre en œuvre la méthode, les grilles de lecture, pour être, la plus rapide possible et aller au bout des 2 heures en ayant intégralement traité les questions posées. Pour ce faire, il fallait adopter l'approche habituelle consistant, à, bien, distinguer le cadre juridique des investigations du reste de la consultation juridique, en particulier, de la régularité des actes d'investigation, entrepris. Et puis, il fallait, bien évidemment aller, à l'essentiel, développer les points les plus pertinents à la lecture de l'énoncé et surtout ne pas entrer, ce qui est une démarche, tout à fait, inutile, entrer dans une démarche de récitation de cours. C'est pas parce que dans un énoncé comme celui-là, on évoque, par exemple, une perquisition ou une garde à vue ou une géolocalisation
qu'il faut réciter l'intégralité de son cours sur ces actes d'investigation. On ne traite que ce qui pose difficulté, ce qui permet de rentrer hein, précisément dans le cadre des 2 heures de la durée de l'épreuve. En tout premier lieu, pour parvenir à la meilleure copie possible sur cette consultation juridique, gagner du temps, il fallait absolument éviter de rédiger une introduction consistant à reprendre les faits de l'énoncé. Hem, les correcteurs qui vont corriger votre copie connaissent évidemment l'énoncé et il est absolument inutile, en guise d'introduction, de faire une synthèse des faits qui n'apportera rien, qui sera, purement, descriptive. Les faits, je ne dis pas évidemment qu'il faut les négliger, bien entendu, ils sont extrêmement importants et c'est pour ça qu'il faut avoir une lecture très attentive de l'énoncé et même plusieurs lectures de l'énoncé, comme je l'explique aux élèves de la prépa dans le cadre de mes cours de méthodologie. Il faut avoir une lecture très attentive de l'énoncé. Pour autant, il ne faut pas reprendre l'énoncé en guise d'introduction. Les faits, vous allez les utiliser au fur et à mesure de vos développements dans le cadre de votre raisonnement juridique, dans le cadre de vos syllogismes. L'introduction, en matière, de procédure pénale comme en droit pénal, l'introduction de la consultation juridique consiste simplement à annoncer l'ordre global de vos développements, à annoncer les subdivisions que vous allez, mettre en place dans votre copie. Ceci me permet également d'insister sur le fait que pour, résoudre de manière correcte la consultation juridique 2024 en procédure pénale, il fallait évidemment aussi adopter une démarche construite, il fallait avoir des développements construits au moyen d'un plan apparent. Il n'est pas possible, si l'on veut avoir les meilleures notes possibles, il n'est pas possible de rendre une copie rédigée au fil de la plume, ou bien une copie qui même serait structurée, une copie qui ne contiendrait pas des éléments de structure apparents. Il faut des titres, il faut des titres, des sous-titres, éventuellement même des subdivisions supplémentaires pour montrer au correcteur que l'on a un esprit juridique extrêmement structuré et démontrer de la manière la plus claire, la plus efficace possible, la raison pour laquelle vous parvenez à telle ou telle solution, la raison pour laquelle vous estimez qu'il y a tel ou tel axe de défense au profit de votre client. Enfin, pour rendre la meilleure copie possible, il fallait évidemment mettre en œuvre la méthode d'analyse habituelle en procédure pénale, qui est absolument logique et qui consiste d'abord à déterminer dans quel cadre juridique l'on se situe, pour ensuite vérifier la régularité des différents actes qui sont relatés dans l'énoncé, heu les différents actes d'investigation tels que la garde à vue, les opérations, de géolocalisation ou, perquisition. En appliquant cette méthode, on arrivait, à, un devoir structuré, de la sorte qui, consiste d'abord à distinguer le cadre juridique des investigations, puis à traiter la régularité de ces actes d'investigation et puis il fallait réserver des développements, spécifiques concernant, la, citation devant le tribunal correctionnel, c'est, la dernière question évoquée dans l'énoncé, la question concernant, la mention, «depuis temps non couvert par la prescription», incluse dans la citation délivrée, au coprévenu devant le tribunal correctionnel. Cette, question relative à la citation, à l'acte de saisine du tribunal correctionnel, elle renvoie à la phase non pas préparatoire de la procédure pénale, non pas à la phase de mise en état, d'enquête, mais à la phase décisoire de la procédure pénale, une phase d'audience, de sorte qu'évidemment, il n'était pas possible de répondre à cette question dans des éléments de structure concernant les actes d'investigation. C'est la raison pour laquelle, je traite dans mon plan, dans une subdivision distincte, la question de la citation devant le tribunal correctionnel.
S'agissant en tout premier lieu du cadre juridique des investigations, il fallait être efficace, évidemment, là aussi ne pas entrer dans une récitation de son cours sur les différents cadres juridiques d'investigation. Il fallait aller à l'essentiel, d'abord souligner que l'on se situe bien dans la phase préparatoire de la procédure pénale, s'agissant des actes d'investigation entrepris, qu'il n'y a pas mention d'un juge d'instruction, qu'il n'y a pas mention d'investigation entreprise sur commission rogatoire, ce qui donc doit nous amener à considérer que l'on se situe dans le cadre d'une enquête de police pour ensuite faire la part des choses entre l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance, euh, en particulier en insistant sur les trois conditions de l'ouverture d'une enquête de flagrance, la condition de gravité, la condition d'objectivité et puis la condition de temporalité. Ces trois conditions résultant de la combinaison des articles 53 et 67 du Code de procédure pénale, et avoir appelé ces trois conditions, l'on pouvait assez facilement les considérer comme réunies en l'espèce, s'agissant d'un vol qui vient d'être commis. Ces trois conditions sont réunies et permettent donc l'ouverture d'une enquête de flagrance dont on rappellera qu'elle est coercitive, à la différence de l'enquête préliminaire, laquelle est susceptible de durer jusqu'à 8 jours sous réserve d'une possible prolongation par le parquet et sous réserve, évidemment, d'une discontinuité des investigations, au moins un acte d'investigation toutes les 24 heures pour s'assurer du maintien de l'urgence à la récolte des preuves. Une fois posé le cadre juridique des investigations, il fallait, eh bien, reprendre les différents actes d'investigation, tels que, relatés, dans l'énoncé. Il fallait donc avoir une lecture très attentive de l'énoncé pour ne pas passer, à côté d'une question et cette lecture devait vous amener à avoir 5 développements distincts. Il fallait d'abord se poser la question de la régularité, de l'exploitation des images de vidéosurveillance, ces images qui avaient, nous dit l'énoncé, été remises par un commerçant à la demande des enquêteurs. Euh, il fallait ensuite vérifier la régularité de l'opération de géolocalisation du téléphone portable dérobé. Ensuite, s'intéresser plus particulièrement à la situation de David, puisque c'est lui qui va faire l'objet d'un certain nombre d'actes d'investigation qui lui sont dédiés. D'abord, la question de l'entrée à son domicile, celle de son interpellation et enfin la question de sa garde à vue. Pour chacun de ces 5 développements, il fallait adopter une démarche également très structurée et très logique, consistant d'abord à qualifier l'acte, de quel acte s'agit-il, vérifier ses conditions de fond, puisque cet acte d'investigation que je viens de qualifier pouvait être mis en œuvre au regard des faits décrits dans l'énoncé, et ensuite vérifier que les conditions de forme de l'acte d'investigation en question avaient été satisfaites pour, au bout du compte, dans l'hypothèse d'irrégularité, s'interroger sur les conséquences de l'irrégularité relevée en termes de nullité. Cette question se posait, tout particulièrement pour ce qui concerne la géolocalisation du téléphone, portable dérobé, puisque la lecture attentive de l'énoncé permettait de relever un certain nombre, d'irrégularités, étant souligné que l'énoncé se révélait finalement, assez laconique sur, heu, la la nature de l'acte d'investigation qui, avait été, entrepris. Et donc il fallait être absolument, méthodique, pour traiter, ce grand B concernant la géolocalisation du téléphone, portable dérobé. Il fallait bien envisager les 2 hypothèses de géolocalisation parce qu'il ne faut s'arrêter
à la qualification donnée dans l'énoncé pour aller automatiquement sur une qualification qui, en quelque sorte, résulte de l'habitude. Si vous voulez, beaucoup de candidats, en lisant l'énoncé, se sont dit: «Ah, il s'agit d'une géolocalisation et une géolocalisation, c'est nécessairement de la géolocalisation dynamique, donc les articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale. Sauf que procéder de la sorte, ce n'est pas être suffisamment méthodique, parce que l'expression de français courant géolocalisation n'est pas l'expression juridique. L'expression de français courant géolocalisation peut se traduire de deux manières. Une procédure pénale, parce que l'on peut parler effectivement de géolocalisation dynamique, c'est-à-dire la géolocalisation en temps réel. On suit en temps réel un téléphone portable, le trajet de ce téléphone, et donc on peut localiser, voie de conséquence, son détenteur. C'est précisément ce qui est encadré par le législateur dans les articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale, mais la géolocalisation peut également être une géolocalisation a posteriori ou que l'on appelle également, par opposition à les géolocalisations dynamiques, la géolocalisation statique. Et dans ce cas-là, eh bien, ce sont d'autres dispositions que celles des articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale qui doivent être mises en œuvre, que les opérations de géolocalisation statique, en réalité, s'intègrent dans les réquisitions qui peuvent être émises par les enquêteurs dans le temps de l'enquête. Il fallait donc bien distinguer les deux hypothèses, traiter de manière pleine et entière la question de la géolocalisation du téléphone portable dérobé, étant souligné que, puisque nous avons considéré qu'il s'agit d'une enquête de flagrance en matière de réquisition aux fins d'obtention d'informations. S'agissant de la géolocalisation statique, il fallait faire référence aux dispositions de l'article 60-1 du Code de procédure pénale. Et qu'il s'agisse de la géolocalisation statique, de la géolocalisation dynamique, il fallait aussi envisager la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à ce que l'on appelle les métadonnées et tout particulièrement euh, les données de trafic et de localisation. Nous sommes ici sur des actes d'investigation qui portent sur des données de localisation et la Cour de Luxembourg a développé une jurisprudence qui est exigeante au regard de cette atteinte au droit au respect de la vie privée, en particulier en termes de contrôle de nécessité et de proportionnalité. Il peut être en présence d'actes relevant de la criminalité grave au sens de la jurisprudence européenne, ce qui a d'ailleurs mené le législateur français à intégrer cette idée en prévoyant que les opérations de géolocalisation statique comme dynamique ne peuvent intervenir qu'en présence d'un crime ou d'un délit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement. Et puis, il fallait aussi faire état hein, de la même jurisprudence européenne concernant l'organe qui doit autoriser les opérations de géolocalisation en tant qu'il s'agit accéder et de conserver des données de localisation, eh bien, il doit y avoir une autorisation préalable émanant soit d'une autorité publique indépendante, soit d'un magistrat, mais qui ne peut pas être un magistrat du parquet, dans la mesure où le magistrat du parquet dispose d'un statut qui ne permet pas de s'assurer de son indépendance et de son impartialité. Il fallait donc, dans vos développements, évoquer à la fois la question de la qualification de cet acte d'investigation en termes de réquisition, en termes de géolocalisation dynamique, et puis mettre en perspective la jurisprudence européenne pour souligner l'existence d'irrégularités et reposer la question d'éventuelles nullités, étant souligné que le texte comme la jurisprudence en matière de géolocalisation font une distinction selon que la géolocalisation
heu, concerne, une, personne mise en cause, un objet, légalement, détenu par la personne mise en cause ou bien concerne précisément l'objet qui, a donné lieu au délit, au crime, objet des investigations. Il faut, y relire en particulier l'article 230-44 du code de procédure pénale, qui en matière de géolocalisation dynamique, prévoit, que, lorsque la géolocalisation porte sur, un objet qui a fait l'objet, précisément de l'infraction sur laquelle portent les investigations. En d'autres termes, lorsqu'il s'agit de géolocaliser un téléphone qui a été volé pour savoir où il se trouve et éventuellement pour localiser l'auteur du vol, eh bien dans ce cas-là, les règles qui encadrent ces opérations de géolocalisation dynamique ne sont pas applicables. Ce qui évidemment, devait être souligné au terme de votre, raisonnement, en termes de méthode, encore une fois, juridique, résolution de la consultation juridique. On se pose d'abord la question de la régularité des actes entrepris pour ensuite poser la question des conséquences de l'éventuelle irrégularité relevée, des conséquences en termes de nullité. Or, sur le terrain de la nullité, précisément, les irrégularités relevées eh bien, devait être considéré comme n'ayant pas de conséquences dès lors que les opérations de géolocalisation portaient non pas sur un objet légitimement détenu par le mis en cause, mais sur l'objet volé, donc sur le, l'objet même des investigations. Dans une telle hypothèse, le législateur, comme la jurisprudence, estime logiquement que celui qui a dérobé l'objet géolocalisé ne peut pas légitimement invoquer une atteinte à son droit au respect de la vie privée s'agissant de cette géolocalisation. Il n'a pas qualité à agir. Et c'était donc ce qui était attendu des candidats, cette méthode rigoureuse. Il n'y avait pas de difficulté sur le fond du droit, mais il fallait être extrêmement méthodique pour rendre la meilleure des copies possibles. Ceci s'appliquait à la géolocalisation du téléphone portable dérobé, mais aussi aux autres actes d'investigation évoqués dans l'énoncé. Je pense en particulier à l'entrée au domicile de David. Je pense en particulier à la garde à vue de David, qui devait donner lieu à cette présentation très organisée que j'enseigne systématiquement à mes élèves dans le cadre de la prépa ISP, hein, ce développement en triptyque en matière de garde à vue, distinguant les conditions de fond, les conditions de forme, et puis le déroulement de la garde à vue, sachant que sur la garde à vue, on attendait du candidat des développements en lien avec l'actualité, tout particulièrement avec l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, qui a supprimé le délai de carence s'agissant de l'intervention en garde à vue, loi du 22 avril 2024 qui a supprimé le délai de carence, mais qui n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2024. Or, il résulte de la lecture de l'énoncé que la garde à vue dont a fait l'objet David a eu lieu le 24 juin 2024. Donc il fallait faire état de l'actualité, il fallait faire état de l'évolution des textes et de la suppression du délai de carence avec la loi du 22 avril 2024, tout en soulignant que cette suppression du délai de carence ne s'appliquait pas en l'espèce, et donc en venir à considérer que la garde à vue entreprise à l'égard de David avait été mise en œuvre de manière conforme à la loi applicable au moment où cet acte d'investigation avait eu lieu. Enfin, la dernière question, c'était une question de pur cours, mais qu'il fallait évidemment mettre en perspective, ne pas simplement donner l'arrêt et la solution développée par une cour de cassation. Il fallait expliquer pourquoi finalement la cour de cassation avait donné cette solution. La question qui était posée s'agissant de la citation délivrée à David et Cyril était celle de savoir quel est l'impact de cette formule que l'on trouve dans toutes les préventions rédigées par le parquet,
cette formule depuis temps non couvert par la prescription. C'est une formule, style que l'on retrouve dans, la plupart des préventions inscrites dans des convocations pour officier de police judiciaire ou dans des citations directes, voire dans des ordonnances, de magistrats instructeurs, consistant à saisir un tribunal ou, éventuellement, un tribunal correctionnel ou un tribunal, de police, ou éventuellement, je le disais, donc une cour d'assises dans le cadre d'une ordonnance de mise en accusation. Formule incantatoire qui, consiste à, viser des faits qui ne seraient pas couverts par la prescription. C'est un peu ce que sous-entend, l'énoncé, hein. L'énoncé indique que la citation mentionne tout cas par un temps non couvert par la prescription. De sorte que nos 2 coprévenus s'interrogent. Est-ce que, cette formule, va permettre à mon juge, au tribunal correctionnel, de statuer non seulement sur les faits du 24 juin 2024, mais aussi éventuellement sur d'autres faits? Bien, il fallait, pour répondre à cette question, mettre en perspective, l'interrogation ainsi, suscitée par cette formule incantatoire, heu qui, consiste à s'interroger sur la possibilité, de se prononcer sur d'autres faits que ceux strictement visés dans la citation et souligner que, finalement, l'admettre, ce serait admettre que le tribunal s'autosaisisse, et souligner qu'un tribunal, un juge ne peut pas s'autosaisir. Expliquer pourquoi un tribunal ne peut pas s'autosaisir. Pourquoi? Parce que, ce serait contraire à l'exigence d'impartialité du tribunal. Un tribunal qui s'autosaisit, c'est un tribunal qui estime déjà qu'il y a des éléments de soupçon sur tel ou tel fait, de sorte que ces faits méritent une attention et qu'il va s'en saisir. Un tribunal ne peut pas s'autosaisir parce qu'il y a alors une atteinte à l'exigence d'impartialité. Il fallait mettre en perspective la réponse apportée à cette question au regard de l'exigence d'impartialité pour, au bout du compte, effectivement, aller, sur la solution, voilà, basique, consistant à viser l'arrêt récent de la chambre, criminelle du 30 avril 2024, au terme duquel la mention «depuis temps non couvert par la prescription» n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite ne sont pas prescrits et n'a donc pas d'incidence sur l'étendue de la saisine de la juridiction. Il ne pourra statuer dans l'espèce que sur les faits commis le 24 juin 2024 et ne pourra pas statuer sur d'autres faits. Cet arrêt du 30 avril 2024, il est logique. Il est logique au regard de l'exigence d'impartialité. Il est logique aussi au regard de la règle de la saisine in même de la juridiction de jugement, telle que posée par l'article 188 du Code de procédure pénale. Et d'ailleurs, cet arrêt, hein, je l'avais étudié avec les élèves de l'IPREPA au cours de l'année précédant l'épreuve 2024. Il figurait par ailleurs dans les documents remis aux élèves qui ont donc dû effectivement répondre de manière tout à fait correcte à la dite question en ajoutant les éléments de contexte liés à cette référence au principe directeur de la procédure pénale, en particulier donc l'exigence d'impartialité du tribunal. Voilà pour ces quelques éléments, concernant la consultation juridique de procédure pénale donnée au CRFPA au titre de l'année 2024. J'entrerai dans le détail de la résolution de cette consultation juridique dans le cadre des cours que je vais, dispenser, aux élèves inscrits à la prépa ISP et j'entrerai donc dans la décomposition de chacun des points, listés sur les plans que je vous ai, montrés. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous sera utile, cet aperçu vous sera utile dans la perspective de vos apprentissages. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt en espérant vous retrouver donc dans le cadre de cette préparation. Bientôt.